Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi en tout cas ça va beaucoup mieux, comme vous le savez j'étais souffrant ces derniers jours. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Aujourd'hui il va être question de la suite tant attendue d'Avatar, 13 ans après. Le phénomène tant attendu, justement l'objectif de la vidéo va être de savoir si justement toute cette longue attente est justifiée. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi. Avatar, la voix de l'eau. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, il va être question d'Avatar, la voix de l'eau, deuxième opus de la saga Avatar, initié en 2009 par James Cameron, un film dont on avait beaucoup parlé pour sa 3D, spectaculaire, effectivement, c'était une nouvelle technologie 3D active avec des lunettes nouvelle génération, un tournage qui avait d'ailleurs été fait avec des vraies caméras 3D. Donc voilà, il avait lancé une hype autour des films 3D donc pendant la décennie à venir, dans les années 2010. Tous les films ont été gonflés 3D en post-production. C'était un passage obligé, c'était intéressant pour les exploitants de salles parce que justement ça rajoutait 1 € sur le billet de cinéma pour la location des lunettes. Donc voilà, donc on arrivait Enfin c'était très lucratif en fait, toute cette période, mais c'est vrai que la hype à la fin des années 2010 est retombée assez vite. Voilà, le regain d'intérêt qu'on a eu pour la 3D est très récent depuis cette année. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait un avatar tous les 10 ans pour relancer la 3D maintenant, j'ai l'impression. Et ça tombe bien puisque James Cameron propose une 3D un peu différente ici, une 3D HFR, c'est-à-dire qu'on passe de 24 images secondes à 48 images secondes. Alors ce qui n'est pas le cas pour toutes les séquences du film, c'est notamment le cas dans des scènes de contemplation de la planète Pandora ou dans des scènes d'action, mais dans des scènes dialoguées où il ne se passe pas grand-chose, on repasse en 24 images secondes. Donc voilà, ça peut être un peu déstabilisant pour certains spectateurs en fait dans la salle. Mais c'est vrai qu'on comprend bien qu'il y a un peu une nouvelle génération de gamers à satisfaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo, la 3D dans le jeu vidéo, c'est vrai que on a toujours de plus en plus besoin de frames per second, les FPS, ces fameux FPS. Donc c'est vrai que on comprend bien à qui ça s'adresse quand même ce type de film de base. Mais c'est vrai que moi j'avais été assez séduit par le premier film parce qu'il y avait toute une initiation, l'histoire de Jake Sully justement qui était dans un fauteuil roulant et qui était un ancien Marines et qui qui avait une nouvelle mission justement sur Pandora et qui avait un avatar qui devait contrôler pour justement piquer le minerai donc, de ces navis et puis qui s'aperçoit finalement que cette guerre que mènent les humains contre les navis était absolument désastreuse pour l'écologie, etc. Donc il s'était lié d'affection et d'amour donc pour une Na'vi, Neytiri, interprétée par Zoé Saldana. Jake Sully, quant à lui, c'était Sam Worthington, qui est toujours interprété par le même acteur dans le second film. Cette fois-ci, donc, nous avons une nouvelle attaque, alors sans spoiler bien entendu, mais une nouvelle attaque donc, du peuple du ciel, appelons-le comme ça, c'est comme disent les navis. Et donc, on retourne un petit peu sur les codes du premier film, c'est-à-dire que, il va y avoir des navis qui vont rencontrer un autre peuple navi, ils vont devoir s'apprivoiser, c'était à peu près le même cas aussi sur le premier film, sauf que là, nous sommes plus dans la forêt, nous sommes dans l'eau, c'est un peuple de l'eau, donc ça donne lieu à des séquences absolument magnifiques, évidemment. James Cameron, explorateur des fonds marins aussi, il n'est pas simplement réalisateur, mais il est aussi explorateur dans sa jeunesse. Il s'est beaucoup intéressé aux fonds marins et c'est vrai qu'on le retrouve dans toute sa filmographie. Quand on voit Abyss, Titanic notamment, vous retenez les séquences aquatiques, ça c'est évident. Et bien entendu, dans le premier Avatar, il y avait quand même de très belles séquences de nature. Donc voilà, on sent un amour évident pour la nature, ça fait partie de la filmographie de James Cameron. En revanche, moi ce qui m'a un petit peu embêté sur ce nouveau film, c'est qu'il s'agit d'un second. Et en général, James Cameron, dans ses suites, propose des choses très nouvelles, notamment en termes de scénario. Alors, ça a été le cas notamment sur Terminator 2, bien évidemment, qui était l'antithèse du premier film. Donc là, c'était intéressant parce que justement, il répondait à son premier film en faisant une sorte de miroir. Donc, c'était vraiment un diptyque passionnant.
Dans Alien, eh bien, c'était la relecture finalement du film de Ridley Scott, donc il apportait sa patte dans la saga. Hein. Chaque film de la saga Alien a été réalisé justement par un cinéaste différent, donc ça apportait quelque chose toujours de nouveau. Et c'est vrai que là, eh bien, voilà, première suite de James Cameron qui, je trouve, est un petit peu tombé dans la facilité. Alors, c'est pas forcément très dérangeant dans le sens où parfois on essaye, dans les blockbusters, de complexifier des scénarios. Je pense à Christopher Nolan, par exemple, voilà, où on essaie de complexifier un peu pour rien, parfois les scénarios, et ça devient un peu fumeux et on finit par se désintéresser. Là, c'est vrai que finalement, ça peut être salutaire de simplifier l'histoire, il n'y a aucun souci là-dessus. Le seul problème, c'est que le film fait 3h12 et qu'il y a quand même une bonne heure de contemplation de nature, où il ne se passe pas grand-chose, et c'est vrai que ça peut casser un peu le rythme. Voilà, moi, je vous avoue, c'est ce qui fait que j'ai tendance un peu à me désintéresser au sort des personnages, parce que finalement, à partir du second, eh bien, on a surtout le sort des personnages qui va être intéressant. C'est ça qui va vous tenir à peu près en haleine, parce que l'histoire en elle-même, bon, il y a cette histoire d'acceptation d'un peuple envers un autre peuple, donc ils doivent s'apprivoiser. Voilà, donc il y a cette transmission, évidemment. Il y a la figure du père, hein, Jack Sully, qui devient papa, justement, de plusieurs enfants navis. Voilà, donc il y a le rôle du père, mais c'est vrai que parfois, ça donne lieu à des... comment dirais-je, une voix off un peu, enfin une narration qui sort un peu des banalités sur le rôle de père, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer un père doit protéger sa famille, donc il doit combattre, etc. Des choses un peu bateaux comme ça, qui ne sont pas forcément toujours au niveau, en tout cas, de l'univers qui nous est présenté. C'est-à-dire que la philosophie en toile de fond, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de l'univers dépeint, en fait. Voilà, je trouve qu'il y a un petit peu un décalage entre tout cet univers passionnant qui pourrait être un petit peu plus fouillé, si vous voulez, en termes de philosophie. Et finalement, voilà, on reste dans quelque chose d'assez, j'allais dire, assez simpliste, quoi, sur ce que ça veut nous dire de l'humain, sur ce que, voilà. Donc c'est des messages qu'on a vus et revus maintes et maintes fois dans le cinéma. Et c'est vrai que, voilà, on avait déjà tout ça dans Avatar, dans le premier du nom. Alors c'est vrai que le film original, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était justement qu'on avait une vraie confrontation humain versus Na'vi. Alors là, je trouve qu'elle est un peu plus forcée dans le second, hein, j'en dis pas plus, bien entendu, pas de spoil, mais je trouve qu'elle est un peu plus forcée dans ce second opus. Voilà. Donc voilà, 13 ans d'attente pour, évidemment, des séquences époustouflantes, parce que, attention, évidemment, quand on vient voir Avatar, je pense qu'on sera tous d'accord ici, on y va pour les images. Voilà, d'ailleurs, j'ai trouvé que la bande-annonce et la manière dont on vendait ce deuxième opus était beaucoup liée à l'image, beaucoup plus que dans le premier d'ailleurs, parce que dans le premier, certes, on vendait tout un univers, Pandora, avec ses navis, mais on nous vendait aussi surtout un scénario d'un type qui était handicapé et qui était un ancien soldat, qui va se relever justement grâce à un avatar qui va pouvoir contrôler dans un monde imaginaire. Donc il y avait vraiment une sorte de... Voilà, on avait vraiment une espèce de split screen, j'ai envie de dire. Enfin, c'est comme ça que je vois un petit peu le scénario du premier Avatar, c'est-à-dire d'un côté le monde des humains, d'un côté le monde des navis, et quelque chose vraiment où il y avait une confrontation, vous voyez, hein, il y avait cette dualité entre les deux qui était assez nette et qui était intéressante. Et c'est vrai que dans ce second opus, c'est moins le cas, parce que dès le départ, en fait, le film commence, vous êtes déjà dans l'univers Na'vi, il y a moins cet effet de surprise, qui était vraiment passionnant dans le premier opus, en fait. Et c'est vrai que, là, voilà, tout effet de surprise est un petit peu anéanti, parce qu'on connaît déjà Pandora, on connaît tous ces êtres bleus, il n'y a rien de nouveau, en fait. Hein. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein, vous allez voir, je ne veux pas spoiler, mais il y a des choses du premier qui vont ressurgir, et finalement, c'est un peu tout simplement le prolongement avec les mêmes problématiques, à peu près la même construction du scénario, si ce n'est qu'il y a une demi-heure de plus j'allais dire, de séquences un peu gratuites. Bon, parce que voilà, il faut montrer au spectateur vraiment voilà, une nature magnifique. Donc voilà, vous avez beaucoup de séquences comme ça, où vous voyez des navis apprivoiser le monde de la mer, avec ces créatures, tout ça. Bon, c'est très beau, mais c'est vrai que parfois, je trouve que ça aurait mérité d'être un peu plus rattaché à l'histoire. C'est-à-dire que parfois, c'est vraiment des moments un peu hors du temps, qui sont salutaires, certes, hein, ça change de Marvel, évidemment, et je me réjouis que le film dépasse le milliard de recettes, justement,
dans le monde et qui dépasse justement certains films Marvel, hein, c'est une très bonne chose. Il a dépassé Doctor Strange 2, Black Panther également. Donc, je me réjouis quand même que, voilà, on ait un film quand même avec un scénario quand même assez profond, un minimum, mais c'était déjà le cas dans le premier, c'est tout ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, on se répète, voilà. Il n'y a pas vraiment de nouveauté dans le scénario. Je ne veux pas spoiler évidemment, mais vous allez retrouver vraiment les mêmes problématiques, les mêmes personnages. Enfin, il y a des nouveaux personnages, bien évidemment. Mais ce ne sont pas vraiment eux qui vont être décisifs pour la fin de l'histoire. Bon, je n'en dis pas plus. Après, c'est vrai qu'il reste 3 épisodes. Moi, je trouve pas que c'est pas vraiment pour moi. Pour moi, j'ai du mal à voir Avatar comme une saga, en fait. C'est vrai que dès le départ, quand on nous disait que James Cameron allait faire plusieurs films et que ça se faisait jamais, je me suis dit que finalement, ce projet de faire des suites, je ne sais pas combien de suites d'Avatar va tomber à l'eau. Et finalement, ça a été vraiment le cas. Bon, à la base, c'est vrai que c'était pensé comme une trilogie. Alors pourquoi pas? S'il arrive à faire un vrai dénouement intéressant sur le 3e opus, pourquoi pas? Mais là, quand je vois qu'il y a 5 épisodes, je ne sais pas si c'est vraiment justifié. Ça me rappelle un peu la nouvelle trilogie Star Wars de Disney, qu'on étire, avec des spin-offs d'ailleurs qui sont parfois intéressants comme Rogue One et peut-être un peu plus déceptifs sur le Han Solo. Mais voilà, donc il faut produire. Cette franchise va être étirée, je sens qu'on étire un petit peu le filon, un peu. Enfin voilà, je trouve ça se sent beaucoup trop. C'est-à-dire que si ça n'avait pas mis 13 ans pour faire justement la suite, j'aurais rien dit, mais c'est vrai que 13 ans d'attente pour finalement ne pas repartir sur des nouvelles bases ou, je sais pas, chambouler vraiment le scénario du premier ou les personnages ou nous repartir sur un autre, je sais pas, d'autres péripéties un peu plus fouillées. Et finalement, non, c'est au même niveau. Voilà, je ne vais pas dire que c'est mieux, moins bien, c'est à peu près au même niveau, la surprise en moins. Donc forcément, je suis un peu obligé de préférer le premier, si vous voulez, c'est obligatoire. Tout effet de surprise est un peu anéanti sur ce second volet. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Évidemment, il y a un plaisir. Et, on peut pas non plus. Pourquoi on ne peut pas casser ce film? C'est impossible. Parce que on est quand même pris dans cet univers d'eau, sous-marin. Voilà, cet univers où on est tout le temps plongé dans l'eau avec ces créatures. C'est magnifique. Il y a vraiment. Il y a un travail sur l'image époustouflant, donc on ne peut rien dire. Mais c'est vrai que tout est un peu basé, j'ai l'impression, sur l'image et que le reste, c'est un peu du vu et revu. Alors, ce qui est très bon quand même chez James Cameron et qui fait toujours plaisir à voir ou revoir en 2022, c'est évidemment ces découpages techniques de séquences d'action. Toute l'action est lisible, donc déjà ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'action aujourd'hui qui sont tellement cutés et mal pensés, surtout dans les blockbusters actuels. Alors évidemment, il y a quelques exceptions, avec le Top Gun Maverick justement de Joseph Kosinski, qui justement relance un peu ces films un peu à l'ancienne, où on avait vraiment beaucoup moins de CGI au profit des séquences réelles. Donc c'est vrai que ça aussi c'est salutaire. Mais dans ce cas de CGI, c'est vrai que James Cameron propose quand même au moins, merci à lui, un découpage technique des plans vraiment saisissant et captivant et qui permet de vraiment lire l'action. Donc vraiment, il y a des séquences absolument magnifiques, hein, marine et sous-marine, les deux, dans des séquences d'action incroyables. Des moments où ça va vous rappeler justement ces anciens films. Il y a des séquences qui rappellent Terminator, des séquences qui rappellent Titanic. Donc voilà, il fait aussi écho à son cinéma, Abyss aussi, voilà, évidemment, hein, pour les profondeurs marines. Donc voilà, il fait un peu une sorte de synthèse de son cinéma, donc c'est évidemment ça qui est appréciable, hein, pour analyser le film de James Cameron. Et ben, c'est une sorte de film synthèse, hein, dans tous les ingrédients que vous allez retrouver dans ce film. Mais moi, ce qui me dérange, c'est plutôt l'autonomie du film en lui-même, qui est un petit peu anéantie par un scénario assez simple quand même, assez simplifié, et il y aurait pu y avoir un peu plus de risque, je trouve, sur le scénario. Voilà. Cela dit, évidemment, c'est époustouflant. Bon, moi, j'étais un peu plus captivé quand même, hein, sur le premier. Hein. Déjà, il était moins long, c'était 2h42, je sais pas, enfin, c'était une demi-heure de moins. Et là, c'est vrai que, déjà que James Cameron dit qu'il a coupé 10 minutes du film, alors j'imagine même pas 3h22 dans une salle pour ce film, ça aurait été un peu dur. Bon, voilà. Alors, au final, 3h12, c'est toujours aussi long quand même. Je trouve que ça aurait mérité un peu plus de dynamisme. Alors c'est vrai que pour les jeunes générations, ce sera d'autant plus difficile puisqu'ils sont habitués justement à un montage très cuté
Voilà, on est dans une époque justement de réseaux sociaux, de vidéos très courtes, etc. Donc c'est possible que la nouvelle génération ait un peu de mal avec ce film. En revanche, moi je trouve que c'est salutaire évidemment d'avoir des moments de contemplation, mais il faut quand même que ça fasse un petit peu évoluer le scénario, avancer un petit peu l'intrigue, parce que sinon c'est là qu'on se perd un peu dans des trucs où on est un peu dans une longue parenthèse avant de reprendre un peu le cours de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ces parenthèses sont salutaires, sont certes agréables, mais il faut faire attention, enfin moi je trouve que c'est un peu dommage quand même sur un film comme ça d'aventure, hein, de perdre le spectateur parfois, je ne sais pas si ce sera votre cas, de toute façon le film cartonne, etc. Donc aucun souci sur le film. Après on verra in fine, hein, justement, à la fin de l'exploitation du film en salle, si on approche donc le 2,9 milliards qu'avait fait le premier film, hein, 2 milliards 922, c'était quand même assez énorme, hein, sur le premier opus. Voilà. Donc je ne sais pas vraiment comment va évoluer cette saga, hein, personne ne le sait. Moi, ce que j'en sais, moi, ce qui m'avait fait un peu peur quand même avant de rentrer dans la salle, c'est que je me suis souvenu que la bande-annonce jouait beaucoup la carte du sort des personnages de cette famille que Jake en fait, avait créée. Mais c'était à peu près tout ce qu'il y avait de nouveau, quoi, en fait, hein, évidemment, en attendant une nouvelle attaque du peuple du ciel, hein, des humains. Donc voilà, c'était un peu... voilà, il y avait un peu que ça, et finalement, c'est un peu redite, quoi, si vous voulez. Voilà, au risque de me répéter, hein, mais c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment une redite du premier avec la surprise en moins. Voilà, c'est tout. Après, les images sont peut-être un petit peu upgradées, hein, clairement. Il y a eu un vrai travail sur l'image. C'est peut-être ça, ces longues années d'attente où James Cameron disait qu'il avait besoin de temps parce que la technologie ne permettait pas de faire ce qu'il voulait. Bon, alors on ne sait jamais comment prendre ce genre d'informations. Est-ce que c'est vraiment authentique? Est-ce que c'est vraiment... voilà, ou est-ce que c'est juste du storytelling ou pour répondre à des journalistes et qu'il y a une vraie raison beaucoup plus simple, économique, stratégique, pendant qu'on a été bassiné pendant des années sur les Star Wars des années 2010. Voilà, donc peut-être que c'est ça, il y avait de la concurrence, il ne faut pas oublier qu'il y avait de la concurrence avec toute cette époque Star Wars. J'ai l'impression que toutes les décennies de Disney en fait sont pensées. J'ai l'impression que voilà, les années 2020 c'est Avatar, les années 2010 c'était Star Wars et les années 2030 ce sera autre chose, vous voyez? Bon. Il faut capitaliser un maximum sur une bonne idée. Le problème, c'est qu'à force d'étirer, je ne sais pas si la bonne idée finit par devenir une mauvaise idée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, écoutez, à voir comment va évoluer cette saga. Je ne suis pas sûr d'être assez hypé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un cliffhanger que j'ai trouvé de malade à la fin du film qui me donne envie forcément de voir le 3. Ce n'est pas une obligation pour moi de voir le troisième opus. Est-ce que je le verrai? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'irai pas jusqu'au 5. Bon, déjà parce que ça a été pensé comme une trilogie, qu'on a 2 opus de plus, parce que justement Disney a dû évaluer, j'imagine, la rentabilité du film, au moins du 2 et du 3. Bon, moi, voilà, je ne suis pas sûr d'être client sur toute la saga. Je ne suis pas assez hypé, je trouve que cette histoire est très belle, c'est un très beau message sur l'écologie, tout ça, mais je ne suis pas sûr de vraiment aller jusqu'au bout. À cause du reste, en fait, j'ai pas vu de nouveauté, j'ai pas été surpris par le scénario, j'ai pas été sorti de ma zone de confort, on m'a resservi ce que j'ai bien aimé dans le premier, mais voilà, il me manque, je sais pas, une opposition plus forte entre les humains et les navis, quelque chose qui s'est perdu en cours de route, je trouve. Donc voilà, écoutez, voilà, évidemment, je ne vais pas casser le film. Il y a un travail énorme. De toute manière, on y va pour les images, on ne va pas se mentir. Donc, de toute manière, le film marche et marchera parce qu'on passe, comment dirais-je, 3 heures d'effets spéciaux époustouflants avec un vrai travail. L'eau paraît absolument réaliste. Vraiment, on s'y croirait. Donc, c'est ce côté immersion. Tout a été, d'ailleurs on sent, hein, Cameron ne s'en cache pas, l'accent a été mis sur l'immersion, de toute manière. Donc voilà. Donc écoutez, après, pour la lecture du film, quelle est la séance optimale? Je ne sais pas trop, je sais qu'il y en a qui se plaignent
du fait que le 3D HFR justement pose un problème au niveau des 24 images / 48 images secondes. Et donc parfois, il y a des moments où on a l'impression que ça va très vite, que c'est très fluide, et d'autres moments, on a l'impression que ça lag un peu, comme sur un jeu vidéo finalement. Donc voilà, après c'est tout ce questionnement, hein, faut vivre dans son temps. Peut-être que les films dans le futur feront 48 images secondes sur tous les blockbusters, et que ce sera la vraie révolution des années 2020, je ne sais pas. C'était déjà le cas sur le Hobbit, mais ça avait très mal marché sur les trois volets. C'est vrai que depuis cet Avatar, il paraît que c'est un peu plus intéressant, que ça a été mieux utilisé, mieux fait. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui est un peu dommage sur ces films-là, c'est qu'on parle beaucoup de technologie. On passe un temps fou à parler de la technique, et c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à parler de l'aspect vraiment purement scénaristique, en fait. Et pourtant, Dieu sait que c'est important quand même, que c'est la base d'un bon film, c'est un bon scénario quand même, c'est quand même la base. Le reste, évidemment, c'est des prouesses techniques, on a besoin de tout ça. Mais encore une fois, c'est des gros budgets, il y a tout ce qu'il faut pour arriver à terme à un film de bonne facture, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'on a besoin, je trouve, quand même de l'aspect scénaristique, parce que c'est ce qui vous donne envie de revoir les films après, enfin, j'imagine, après coup. Voilà, écoutez, je pense que c'est une belle aventure, que de toute manière, voilà, un 2 est salutaire, on fait souvent un 2, voilà, il y a eu un succès sur le premier, pourquoi pas faire une suite? La suite est reste valable, elle reste justement quand même plus intéressante que beaucoup de films de super-héros. Enfin, si ça peut changer des films de super-héros, on en a eu beaucoup, etc., ça peut faire un peu une trêve par rapport à ça. Donc pourquoi pas? Après, voilà, je pense qu'il faut s'arrêter là, je suis pas sûr. Vraiment, si c'est pensé comme une trilogie, pourquoi pas, mais 4 et 5, non, quoi. Non, 4 et 5, j'y crois pas trop. Je crois pas, j'ai vraiment peur qu'on se répète à chaque film, en fait. Pour moi, il y a, je sais pas, ou alors il faut avoir plus d'imagination que ça. Pourtant, James Cameron avait bourré d'imagination. Mais voilà, j'espère même pas, mais disons que voilà, dans les prochains opus, j'espère quand même être surpris. Voilà. Je ne suis pas sûr d'en faire des vidéos par la suite, hein, des prochains épisodes, mais sait-on jamais, si vraiment j'ai été surpris et tout ça, bon, pourquoi pas vous en parler donc, sur le Avatar 3, voilà. Écoutez, dans tous les cas, je sais que tout le monde va se faire son propre avis en allant voir le film en salle, bien entendu. Donc d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir votre propre avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Voilà, donc en attendant, écoutez, que dire si ce n'est... moi, ça m'a donné une envie, en tout cas, vraiment une grosse envie, c'est de revoir le premier film. Voilà, ça c'est clair. En sortant de la salle, je me suis dit, bah tiens, je reverrai bien le premier parce que j'ai quand même l'impression que toute la matière était dans le premier. Donc voilà, ça me dit bien de revoir le premier en tout cas. Voilà. Ce sera tout pour moi donc pour Avatar 2, La Voix de l'eau, écrit et réalisé par James Cameron. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. Pour les nouveaux arrivants, eh bien écoutez, coucou à vous, hein, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit commentaire, ça permet de continuer le débat autour des films que j'analyse, donc n'hésitez pas. Et en attendant, donc, la prochaine vidéo devrait être consacrée à mon top des films de l'année 2022 préférés. Donc, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous, hein, save the date, justement, ce sera la première vidéo eh bien, de 2023, donc ça devrait être vers la mi-janvier, début mi-janvier. Voilà, donc dans 2 semaines. Donc d'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!